Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur De Vraies Vies, le podcast qui vous emmène vivre ailleurs. De Vraies Vies, ce sont des conversations, des parcours de femmes qui ont osé partir pour se réaliser, mais également des questionnements, des astuces pour pouvoir partir à l'étranger et surtout une bonne dose de motivation pour vous dire que oui, c'est possible. Je suis Anastasia et aujourd'hui j'échange avec Manon. Je vous laisse découvrir son parcours. Bonne écoute. Bonjour Manon. Et merci de participer donc à De Vraies Vies pour partager ton parcours et ton expérience et inspirer les autres. Donc Manon, tu as 28 ans et une vie bien remplie. Donc tu es fondatrice de la startup Les Cartons. Donc c'est la première plateforme collaborative de vie d'appartement en ligne. Donc c'est une aventure qui a commencé en 2015 lors de ton départ de Paris pour Lisbonne. Mais tu es également donc consultante web marketing en freelance, cofondatrice de French Uppers à Lisbonne et tu es également investie dans French Tech. Donc tu es plutôt bien occupée. Donc j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu arrives à organiser tes journées. Bonjour. En effet, assez occupée. Les journées on va dire que les journées sont longues, mais quand on aime, on ne compte pas. Et après, oui, honnêtement, je saurais pas dire quel est mon secret. J'essaye d'aller aussi assez droit au but, de pas perdre trop mon temps et d'être assez efficace dans tout ce que je fais. Et parfois, malheureusement, de pas pouvoir tout faire du jour au lendemain. Mais voilà, des fois, il faut savoir prendre son mal en patience et se dire que tout ne pourra pas forcément être fait tout de suite. On va commencer d'abord par dérouler un peu ton parcours. Donc on va revenir en arrière pour ensuite arriver là où tu en es aujourd'hui. Donc tu es née et tu as grandi à Brest. Comment est-ce que tu étais quand tu étais petite et c'était quoi l'ambiance dans ta famille? Comment j'étais quand j'étais petite? C'est très très difficile. Et l'ambiance dans ma famille? Ouais, c'est une très bonne question. L'ambiance dans ma famille, j'ai envie de dire relativement classique. Après, on sait jamais trop comment ça se passe chez les autres, donc c'est difficile de comparer. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir eu une famille qui m'a toujours soutenue dans tout ce que je faisais, et je pense que ça joue aussi aujourd'hui dans mes projets, et de voir que ma famille m'a laissé partir au Portugal et quitter mon boulot. On en reviendra après. C'est ça. Mais ouais, j'ai commencé. Et comment Et est-ce que t'étais plutôt, je sais pas, la boute en train? Est-ce que t'étais plutôt une élève sérieuse? Est-ce que t'étais, tu vois, ce genre de choses? Ouais, je pense que j'étais relativement sérieuse, et je faisais très attention à ce que mes parents pouvaient penser de moi. Je voulais toujours qu'ils soient fiers de moi. Dès que dès que je me faisais gronder ou quoi que ce soit à l'école, c'est vrai que c'était quelque chose que je prenais pas pour moi, mais j'avais juste peur, en fait, de décevoir mes parents derrière. D'accord. Donc, je pense que ça a pas mal joué. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui joue aujourd'hui. Tout à fait. C'est ce que j'essaie de voir. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu répondais à la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que je voulais faire plus tard? Ouais, quand t'étais petite. Non, je voulais être chanteuse, mais je savais pas chanter. Du coup, c'était trop frustrant. Donc, j'ai dû changer de carrière. Effectivement, c'est un peu... Ok, chanteuse. Et donc plutôt côté artistique un petit peu, tu faisais un peu des Ouais. choses... Ouais, toujours adoré ce qui était artistique, et voilà. Après, je sais pas, j'ai jamais trouvé enfin, ouais, l'art qui me parlait, ou dans lequel où j'avais vraiment des compétences. Donc, du coup, j'ai laissé de côté, mais c'est toujours un regret. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais voilà, je le vis à travers les autres, et c'est sympa aussi. D'accord. Donc pour poursuivre, donc, tu as suivi un parcours qu'on peut dire assez classique, puisque tu as fait un bac S, suivi d'une Ouais, prépa HEC, et puis tu as intégré une école de commerce. exactement. Du coup, comment est-ce que tu imaginais ta future vie professionnelle quand tu es sortie du lycée? Tu savais déjà un peu ce que tu allais faire ou pas du tout? Pas plus que ça. En fait, mon père avait un travail de bureau, et je me voyais bien suivre un peu cette voie-là. J'étais quelqu'un d'assez organisé et très carré, et qui gérait un peu sa vie comme ça, enfin, qui laissait peu de place à l'improvisation. Et voilà, dès que j'ai intégré l'école de commerce, je m'étais mis en tête que j'allais faire de la comptabilité, de la finance, que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, que j'aimais beaucoup les chiffres. Et je me suis vite rendu compte que, justement, on en revient à cette créativité, Mhm. mais que c'était pas vraiment pas fait pour moi, et que ça m'ennuyait plus qu'autre chose. Parce que Donc ton papa c'est là. était là-dedans ou pas du tout?
Non, lui, il était pas forcément dans la comptabilité, mais je savais qu'il avait un travail de bureau, mais c'est comme quand on a moins de 10 ans, c'est impossible, ou même parfois plus tard, de Oui, décrire ce qu'il exactement ce fait, que font ouais. nos parents. Mais voilà, moi, je l'imaginais avec un ordinateur plein de chiffres et derrière un bureau, et je sais pas, du coup, peut-être que c'est un peu la voie qu'on tend naturellement à suivre. En tout cas, c'était ce qui s'est passé pour moi, et je me suis vite rendu compte que, ouais, derrière ces chiffres-là, en fait, on n'avait pas la main sur des actions concrètes, sur ce qu'on pouvait vraiment faire, sur des projets, et c'est peut-être ce petit côté créatif, c'est peut-être ma forme de créativité en tout cas Ouais, qui euh, c'est révélé qui du euh, coup. qui est ici. Ouais, exactement. Bah, du coup, on va y venir. Donc, en 2009, tu intègres l'école de commerce de Rennes, donc l'ESC Rennes, Mhm, donc en première exactement. année, et tu as participé à la vie de l'école en fait en intégrant la junior entreprise. Donc, juste pour expliquer un petit peu ce que c'est le fonctionnement d'une école de commerce. Donc, en plus de tes cours, tu peux t'investir dans des associations de l'école, un peu comme les écoles à l'américaine. Donc, ça peut être Mhm. le bureau des élèves, chargé d'organiser les soirées et qui sont les représentants des élèves, le bureau des sports pour bah, du coup organiser les événements sportifs, ou du coup la junior entreprise qui consiste à travailler donc sur des projets réels d'entreprise qui font appel donc au talent des étudiants, donc en payant moins cher qu'une entreprise de conseil par exemple. Donc voilà. Donc pourquoi toi tu as choisi de t'investir dans la junior et pas ailleurs, pas au BDE ou ailleurs? C'était une volonté d'entrer rapidement dans le monde professionnel? Oui, complètement. Complètement, parce que j'étais aussi entourée de personnes qui, eux, avaient fait des IUT ou autres et qui avaient déjà des premières expériences en entreprise, et moi, pas du tout. Et c'est quelque chose qui me manquait parce qu'à presque, oui, je pense que c'était à presque 20 ans, en fait, voilà, j'avais envie de tester le monde du travail et de savoir à quoi m'attendre. Et aussi, c'était pour moi une façon de me projeter et de savoir ce que je voulais faire. Donc voilà, ça me paraissait assez naturel, et en fait, je regrette vraiment pas parce que ça a été très, très formateur et c'était très, très intéressant, et ça m'a surtout permis de vraiment découvrir ce que je voulais faire. D'accord. Donc tu me disais d'ailleurs que c'était cet investissement qui t'a fait prendre conscience que tu voulais pas faire de la compta finalement. Exactement. Je suis arrivée en fait, en junior entreprise, on a deux fonctions. La première, c'est pour faire fonctionner en fait la junior entreprise. Donc c'est chaque pôle, un pôle création, un pôle commercial, un pôle compta, comme une entreprise pour la faire, enfin pour la gérer quoi. Et à côté de ça, on fait des études de marché, qui est l'activité de la junior entreprise. Et donc du coup, moi j'étais dans le pôle comptabilité et j'ai réalisé D'accord. des études de marché pour des créateurs d'entreprises, donc qu'on peut aussi parfois appeler start-up. Il n'y avait pas Mhm. forcément que des start-up, mais entre autres. Et voilà, et c'est là où j'ai pris goût, et je me suis dit que c'était exactement ça, de partir d'un besoin, d'essayer de comprendre s'il était généralisé ou pas, s'il y avait des solutions qui existaient, et comment est-ce qu'on pouvait concrétiser ce projet-là. Donc je me suis vite rendu compte que ça s'appelait du marketing, et voilà, un mot qui me paraissait assez flou depuis un petit C'est moment. ça, ouais. Tant qu'on le fait pas, c'est vrai qu'on comprend pas forcément tout ce qu'il y a derrière. Et voilà, ça m'a beaucoup parlé, et je me suis orientée dans cette voie. D'accord. Donc c'est là que tu t'es dit faut changer la compta, j'arrête. Ouais. Du coup, ok. En 2011, donc tu as l'occasion aussi de faire un semestre d'études donc à l'étranger et tu pars en Ouais. Argentine. C'est ton premier voyage, enfin première expérience qui est loin de France pour une Ouais. longue période, on va dire. Est-ce que ça a été un peu un déclencheur pour pardon pour t'ouvrir à la vie hors de France, j'ai envie de dire. Ah, Ouais, c'est ça. complètement. Ouais. Oui, 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 c'est dans mes projets professionnels, pas forcément, parce que voilà, ça a été une expérience en soi et que je la décorrèle un peu de tout ça, mais pour tout ce qui est personnel, complètement, j'ai pris vie voilà, à partir, à découvrir une nouvelle, c'est un peu bateau, mais une nouvelle culture, une nouvelle Mhm. façon de fonctionner, voilà, tout ce qui touche à des voyages lointains. Et j'ai adoré, en fait. J'ai juste réussir comme ça, en prenant un vol, à se couper de notre routine et de s'en recréer une, de rencontrer des nouvelles personnes. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, sachant qu'en plus, les gens qu'on rencontre souvent à l'étranger, voilà, on crée des relations qui sont aussi plus fortes parce qu'on est tous éloignés de notre Mhm. famille, nos amis. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. T'avais réussi à rencontrer un peu des personnes en dehors du cercle de l'école? Après, Sur, c'est comment, pas en évident. Argentine? Ouais. En Argentine, c'est pas toujours évident, mais après c'est plus au gré des amis d'amis, etc. Oui, Et, c'est et ça. ça se fait aussi. Ouais. D'accord.
D'accord. Donc, quand tu es revenu, donc tu as choisi de faire une césure. Donc, une césure, c'est donc le fait de prendre une année durant tes études pour effectuer une expérience. Donc, ça peut être travailler pour une boîte, voyager ou créer une entreprise. Bon, voyager, je suis pas sûre 100%. Et du, Non. et du coup, ça, tu travailles pour Yves Rocher en tant que operational marketing assistant. Et c'était comment cette année? Et ben ça fait aussi partie des expériences qui m'ont permis de construire mon projet professionnel. Ça a été hyper intéressant. Je suis tombée dans une équipe passionnante avec une personne comment au-dessus de moi dont je me souviendrai. Il y a des personnes comme ça qui inspirent et qui Mhm. motivent et là typiquement elle en fait partie. Et en fait elle s'est déroulée un peu en deux étapes. La première c'était vraiment sur du marketing que je peux dire enfin un peu plus classique où voilà, on établissait des nouveaux plans stratégiques, etc. Mais j'étais dans une partie en fait qui est liée à Yves Rocher et qui s'appelle la vente à distance, donc tout ce qui est vente sur catalogue. Donc on est D'accord. vraiment sur le marketing presque ancien. Oui, c'est ça. Donc ce qui me bloquait, c'est qu'on pouvait rien mesurer, on savait absolument pas les produits qu'on vendait, on savait pas les pages que les gens regardaient sur nos catalogues. Et donc voilà, on était un peu à l'aveugle, on naviguait un peu à l'aveugle, c'était assez compliqué. Et en fait, j'ai eu l'opportunité à la moitié de mon stage d'aider aussi à côté de ça l'équipe Yves Rocher UK, donc qui était juste D'accord. à côté de nous et qui eux étaient présents que sur Internet. Et D'accord, en fait, donc. j'étais vraiment pendant les 6 derniers mois entre les deux, entre le format papier catalogue et Internet, et j'ai pu faire la différence entre les deux. Et en fait, je me suis 1000 fois plus amusée sur Internet parce que alors là, pour ce qui est de la mesure, on peut vraiment tout mesurer. On peut comprendre les parcours utilisateurs, Mhm. comprendre ce qui leur plaît ou pas. Et voilà. Et c'est là où je me suis dit qu'il fallait vraiment que je travaille dans le digital. D'accord, donc c'est à ce moment-là en fait que tu as vraiment découvert le marketing digital. Parce qu'avant c'était Exactement. une notion plutôt floue et ouais. Et tu Ouais. disais que donc tu avais une personne passionnante au-dessus de toi et en quoi elle t'a inspiré, tu dirais? Parce que c'était une personne comment extrêmement perspicace qui trouvait toujours des solutions, qui était extrêmement carrée et voilà et qui arrivait à impulser à motiver ses troupes et toujours avec le sourire, enfin vraiment quelqu'un pour qui on a envie de tout donner D'accord. et de réussir. D'accord. Donc à la fin de cette année-là, tu retournes à l'école pour faire ta dernière année et tu fais un stage d'études chez NetBooster qui maintenant est Artefact, il me semble. Donc c'est une agence Exactement. de marketing parisienne. Donc là tu es ICRM Project Manager. Donc là tu t'orientes vraiment Mhm. vers le marketing digital. Enfin Complètement. voilà, qui va te permettre donc d'être embauché donc dès l'obtention de ton diplôme. Tu vas Ouais. y rester 2 ans et notamment en tant que responsable clientèle, si je ne me trompe pas. C'était une volonté pour toi de partir à Paris ou c'était un peu le passage obligé et puis comment c'était Non, ta vie parisienne? ah, non, pour le coup, c'était une volonté, c'était envie de voir autre chose. J'étais presque déçue en fait. Venant de Brest d'aller étudier à Rennes, j'étais déçue d'être trop proche. Donc je pense que D'accord. j'avais ce côté-là aussi où j'avais envie de découvrir d'autres choses. Mais après c'est le jeu des concours. Et par rapport à Paris, non, j'étais très contente. Après, d'un point de vue professionnel aussi, c'est intéressant parce que Mhm. c'est aussi là que ça se passe. Mais non, ouais, c'était plus un choix et envie de rejoindre aussi l'ensemble des personnes. C'est un peu le passage obligé, mais pas désagréable. D'accord, ok. Donc ça c'est plutôt, t'as plutôt aimé tes années parisiennes. Ah, moi j'ai beaucoup, T'en as un oui, oui, j'ai super beaucoup souvenir. aimé. J'ai pas fui Paris en partant à Lisbonne. D'accord, ok, c'est ça. Ok, super. Non, C'était la question. Du coup, en mai 2015, donc après un week-end à Lisbonne, plus ou moins, tu décides de poser ta démission et de te lancer en freelance en tant que consultante web marketing. Donc tu restes encore quelques mois à Paris donc pour ta boîte. Et puis tu fais tes valises en octobre pour Lisbonne. Est-ce que tu peux nous raconter non. un peu comment ça s'est passé cette décision et c'était quoi ton plan en fait à l'époque? Alors mon plan à l'époque, c'était de me dire que j'avais la chance de travailler dans le digital et donc de travailler dans un univers complètement dématérialisé et que je pouvais le faire depuis n'importe où,
que mon expérience en Argentine me trottait encore dans la tête et que je me suis dit que c'était l'occasion aujourd'hui de peut-être retenter quelque chose. Et là, j'ai pensé, voilà, j'ai réfléchi. Je voulais pas aller trop loin parce que pour des raisons familiales aussi, j'avais envie de rester proche de ma famille, de mes amis. Et en fait, le choix c'est pesé sur Lisbonne, qui est une capitale européenne, qui est près de la mer, où il fait presque tout le temps beau et où les personnes sont d'une gentillesse aussi assez impressionnante. Et voilà, et je me suis dit bah je me mets à mon compte, je vais travailler là-bas et on verra bien. De toute façon, trouver un travail à distance sans parler portugais, c'était mission impossible. Donc autant poser mes valises là-bas, voir pendant 6 mois comment ça se passe, rencontrer des gens et puis on verra la suite. D'accord, donc le but c'était d'y aller 6 mois, faire un test, et puis si ça se passe bien, tu restes, si ça se passe pas bien, bah, tu changes tes plans, quoi. Le but c'était d'y aller, d'y rester, et si ça se passe pas bien, rentrer au bout de 6 mois. D'accord, ok. C'était plus dans l'idée, c'était j'y reste, il y a pas de raison que ça se passe mal, au cas où, de toute façon, j'ai de quoi y rester au moins 6 mois. D'accord, ok. Oui, donc parce que tu disais c'est difficile de trouver un travail enfin au Portugal si tu parles pas la langue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entreprise par exemple qui recrute juste en parlant anglais par exemple. Si, il y en a, clairement, il y en D'accord. a. Il y en a, faut faire toujours le parallèle avec la France ou avec d'autres pays. C'est quelqu'un qui parle pas français, qui cherche un travail à Paris, ça sera plus compliqué C'est ça. mais ça se fait, bien sûr. D'accord. Mais quand on veut mettre toutes ses chances de son côté et quand on veut aussi s'intégrer suffisamment, etc. Moi, j'avais aussi envie de travailler dans un milieu si possible lusophone. Donc, euh, donc voilà, je savais que je pourrais pas avoir le niveau suffisant en faisant la méthode d'assimile chez moi ou autre. Voilà, je préférais arriver, sachant que j'avais cette flexibilité-là et que j'avais commencé à avoir quelques clients sur le freelance. Mhm. Donc voilà, ça me paraissait être la suite logique. Donc tu as vraiment commencé ton expérience. Donc tu t'es lancé en tant que freelance, je veux dire, avant de poser ta démission. Tu as commencé déjà à avoir des clients ou c'était vraiment... Au début, c'est surtout des amis d'amis qui montent leur D'accord. projet et qui s'y connaissent pas forcément avec cet aspect-là qui n'est pas non plus, enfin, celui sur lequel on se focalise quand on lance une start-up ou une entreprise. Il y a tellement d'autres choses à gérer, mais qui pour le coup est quand même important. Donc voilà, moi C'était la com. j'ai été les voir et on a un peu audité ce qu'ils faisaient ensemble. Je leur ai proposé des axes d'amélioration et voilà, ça s'est bien passé. Donc on a continué à travailler ensemble. Il y en a que j'ai encore aujourd'hui et pour lesquels je travaille encore aujourd'hui. D'accord. Et avec ça, t'arrives à avoir un petit salaire quand même ou fallait que tu trouves une autre solution aussi. Non, j'ai réussi à avoir un petit salaire. En fait, là où ça s'est plutôt bien goupillé, c'est qu'au Portugal, la vie est un petit peu moins chère Mhm. qu'en France. Elle est pas, enfin, c'est pas, faut aussi casser les idées reçues. La vie n'est pas non plus donnée. Il y en a beaucoup qui pensent qu'on peut manger pour 2 euros et se loger pour rien du tout. Ouais, C'est pas le cas. En tout d'accord. cas, ça l'est plus. Ça, j'ai pas assez de recul pour le dire. Mais, euh, mais voilà, en fait, ce petit écart, moi aussi, m'a permis de travailler suffisamment pour gagner de l'argent pour vivre ici et derrière de me dégager aussi un peu de temps pour d'autres projets. D'accord, ok. Donc on y vient justement. Donc au moment de la création de ton projet, donc qui deviendra la start-up Les Cartons. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment t'es venue cette idée et comment t'as débuté en fait ton projet? Ouais. Alors l'idée, elle est venue de beaucoup, beaucoup, beaucoup de déménagements. On a parlé de l'Argentine, on a parlé de Rennes, du Mhm. retour, enfin de l'arrivée à Paris, etc. Et en fait, la première fois vraiment que j'y ai pensé, c'est quand j'ai emménagé à Paris. J'avais un 30 mètres carrés et il fallait que je le meuble en entier. Sauf que je sortais à peine d'études, donc forcément peu de moyens et pas de voiture, etc. Bref, une galère pour aller chercher un lit, un canapé, une table basse, un Mhm. frigo, enfin horrible. Et là, je me suis juste Tout dit passe qu'il y par avait là. forcément, ouais, bah, je pense que tout le monde qui est passé par Paris est passé par là, ou C'est ceux qui ça. n'y sont pas passés, de la chance, mais et là, je me suis dit, ouais, enfin, c'est pas possible. Il y a forcément quelqu'un qui est en train de déménager au bout de la rue ou peut-être 2 rues plus loin, mais voilà, à qui je pourrais racheter la plupart de ces meubles et sans m'encombrer avec le transport et compagnie. Et en fait, il s'avère que 2 ans et demi après, 3 ans après plutôt, quand j'ai quitté Paris, bah, c'était exactement la même chose, mais à l'inverse. Donc du coup, j'ai dû revendre tous mes meubles. En fait, je partais de Paris pour aller en C3 jusqu'à Lisbonne. Et il fallait que je fasse rentrer tout mon appartement dedans. Ouais, il faut Donc enlever des autant choses. dire,
Ouais, il faut faire du tri. Et un arrosoir, le vendre sur le bon coin, c'est chiant, quoi. Enfin, de juste faire une annonce pour 5 euros, tout ça, et on n'a pas envie de jeter, donc c'est aussi dans une démarche un peu de consommation responsable. Donc voilà, donc au final, on donne le canapé, il finit sur le trottoir parce que pas réussi à le vendre dans les temps. Bon, bref, beaucoup de frustration. Mhm. Et arrivé à Lisbonne, bah, rebelote, fallait tout remeubler. Donc là, je me suis dit, ok, bon, je vais quand même commencer à y réfléchir sérieusement parce que je commençais à avoir mon idée un peu en tête de ce nouveau format d'annonce et comment on pouvait trouver une solution à ces problématiques-là. Et ouais, en arrivant à Lisbonne, je me suis dégagé du temps et je me dis, je le tente parce que sinon, je sais que je vais déjà d'une le revivre Ouais. et de deux Et le le regretter. regretter. Donc. Ouais. Et donc, t'as commencé par la création donc, d'un groupe Facebook. Mais Exactement. donc au final, qu'est-ce qui t'a motivé vraiment? Parce que tu aurais juste pu te dire bon bah c'est chiant, puis voilà, c'est juste un moment chiant à passer, puis tant pis. Pourquoi est-ce que tu t'es dit vas-y, je le tente quoi? Parce que j'y croyais et j'y crois encore. C'est parce que voilà, je me dis non mais c'est évident et pourquoi ça existe pas encore en fait? Pourquoi tout le monde galère et dès qu'on en parle, dès qu'on parle déménagement et là je parle du déménagement mais ça vaut même dans d'autres situations. On a la boule au ventre, on sait que ça va être vraiment très très compliqué, mais qu'en même temps on est obligé de passer par là parce que on peut pas laisser des meubles dans un appartement qu'on quitte. Donc il fallait trouver quelque chose et j'étais persuadée en fait vraiment d'avoir eu au moins une solution à proposer, de vouloir la tester et de l'adapter en fonction des retours que je pouvais avoir. Donc en D'accord. effet oui, ça a commencé par un groupe Facebook. En fait, au tout début, ça a commencé par un MOOC, donc c'est des cours en ligne qui sont disponibles. Et D'accord. là, c'était l'IAE de Montpellier qui faisait un cours sur l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, j'y connais rien, on va reprendre les bases. Et voilà, une fois par semaine, je vais regarder quelques vidéos pour comprendre un peu la méthode agile, enfin, savoir comment on construit vraiment de rien un projet comme ça, le business model, qu'est-ce qu'un business plan, enfin bref, reprendre tout depuis zéro. Et en fait, à côté de ça, il y avait un petit concours où il fallait trouver un projet qui nous parlait et puis en fait avoir un cas concret sur chacune de ces étapes-là. Et je fais bon, allez, je le tente. Ça me parle depuis, enfin les cartons, ça commence à me parler depuis un petit moment, et bah autant en profiter pour concrétiser la chose doucement. Exactement. Et en fait, il s'avère qu'à la fin, il y avait un petit concours de vidéos entre tous les participants, et c'est les cartons qui ont gagné. Donc Super. première victoire, super fière. Et en fait, ce qui était surtout génial derrière, c'est que le lot, c'était d'être en relation avec un incubateur montpelliérain, donc le BIC, qui est pour le coup un excellent incubateur. Et j'ai été mis en relation avec un chargé de projet qui voilà, qui m'a dit, enfin, faut que tu y ailles, quoi. Il y a quelque chose à faire. Perds pas ton temps. Si t'y crois, t'y vas. D'accord, ok. Et ça a été un peu le déclic. Ah bah effectivement, c'est une belle opportunité. Et pourquoi est-ce que du Exact. coup cet incubateur t'a proposé de le rejoindre ou comment ça s'est passé exactement? Ils m'ont proposé de le rejoindre en effet, sachant qu'avec la distance pour moi c'était pas possible parce que Lisbonne-Montpellier, il aurait fallu que je déménage à Montpellier, ça faisait vraiment 2-3 mois que je venais d'arriver à Lisbonne, donc pour moi c'était inenvisageable. D'accord. Euh, je m'étais dit bah peut-être un jour, mais là c'est pas le moment. Et en fait on a gardé contact avec cette personne-là qui suit encore le projet de loin, mais qui a beaucoup participé au début. Et voilà, et c'est son regret parce qu'au final, on a réussi. Maintenant, on est plusieurs sur le projet, mais on a réussi à le lancer sans avoir à intégrer cet incubateur. Mhm. Après, À forcément, distance, ouais. dans la vie, dans la vie, faut aussi faire des choix. Et je pense que c'était vraiment aussi une opportunité qui était enfin, qui était même très intéressante. C'était quoi en fait l'accompagnement qui était proposé avec l'incubateur et est-ce qu'il y avait un retour attendu ou pas du tout? Non, non, pas du tout. C'était vraiment, ça faisait partie du gain. C'était quelques heures d'accompagnement et en fait, on a tellement sympathisé et on s'est très bien entendu avec le chargé de projet que l'accompagnement final a duré quasiment 1 an et demi. Et à aucun moment tu t'es dit bon là c'est peut-être l'occasion de rejoindre l'incubateur, de déménager à Montpellier. Si enfin, on va le voir après, mais mon associée, elle est basée à Toulouse, donc D'accord. forcément, on a eu pas mal de réflexions à ces niveaux-là, mais non. Mais je crois que l'appel de Lisbonne était plus fort. Et au-delà de ça, même Lisbonne propose aussi des avantages pour monter une entreprise
qu'on n'a pas forcément ailleurs. Donc voilà, on s'est séparé on a séparé les tâches comme ça, et Céline reste à Toulouse et gère le marché français. Moi, je suis basée de Lisbonne, et voilà, je travaille sur mes sujets à côté. D'accord. Bah justement, donc tu en parles. Donc pendant 6 mois, tu as commencé le projet seul. Et puis Ouais, Céline t'a rejoint. Comment ça ouais. s'est passé en fait, cette aventure? Ça s'est très bien passé. En fait, il s'avère que avec Céline, on se connaît depuis longtemps parce que tu parlais de la classe prépa à Brest avant. Bah, j'étais en classe préparatoire avec Céline à cette époque-là, donc ça fait quasiment plus de 10 ans. Elle a rejoint aussi le SRN. Elle a rejoint aussi la JE, à chaque fois une année en dessous de moi. Donc D'accord. on a vraiment un parcours jusque-là extrêmement similaire. On s'est toujours suivis. Et ensuite, elle a rejoint, donc elle, pas une agence de web marketing sur Paris, mais une régie publicitaire à Paris également. D'accord. Donc Ouais. voilà, on T'approches. se voyait assez régulièrement, sans être dans chacune dans les cercles proches, mais on se donnait des nouvelles très très fréquemment. Et en fait, elle a vu que je m'étais lancée sur les cartons, j'avais commencé à en parler un peu sur les réseaux sociaux, fait une sorte de coming out entrepreneurial. Et là, j'ai senti que ça l'intéressait, etc. Elle me racontait que elle comptait déménager de Paris pour rejoindre son compagnon à Albi, sans D'accord. forcément avoir quoi que ce soit derrière. Et voilà, et je lui ai dit, ben moi, je cherchais quelqu'un sur ce projet-là, donc si elle était intéressée, c'était avec grand plaisir, parce que je connaissais aussi un peu son désir d'entreprendre et toutes ses compétences. Donc voilà, je misais fort sur notre duo. D'accord. Donc à ce moment-là, t'étais encore sur les groupes Facebook ou t'avais déjà passé la barrière Non, de la start-up? non, non, j'étais vraiment sur les groupes Facebook. J'étais sur les groupes Facebook, et comment j'avais trouvé un développeur pour développer la première version du site. Ok. Et d'ailleurs, comment est-ce que, à quel moment tu dis, bon bah là c'est bon, je pense qu'il y a une volonté assez forte pour le transformer en start-up. En fait, depuis le début. D'accord. Depuis le début, parce qu'à partir du moment où il y a eu ces discussions avec le BIC, où Céline m'a rejoint, quand moi j'en ai parlé à Céline, je lui ai pas dit on va administrer des groupes Facebook. C'est vraiment, regarde, j'avais fait des maquettes. En fait, j'avais travaillé avec un graphiste sur 3 maquettes du site, donc la façon dont je pensais vraiment le site, pour que ce soit extrêmement clair et pour que la personne puisse aussi se projeter avec moi dans le projet. J'avais travaillé le business plan, j'avais réfléchi au business model, et voilà, enfin je lui proposais quelque chose d'assez clair, qui a beaucoup beaucoup évolué bien sûr depuis, mais c'était très important de lui proposer un vrai projet. Et en fait, depuis le début, j'étais persuadée du projet aussi, donc ça n'a pas été si compliqué que ça. Mais il n'y avait pas encore de site, donc c'était aussi un peu le gros challenge, quoi. C'est bon, maintenant il va falloir qu'on concrétise tout ça. Sur les groupes Facebook, je crois que je venais vraiment tout juste de les commencer quand je lui ai demandé de me rejoindre. D'accord. Ok. Et donc elle, tu disais, elle est à Toulouse. Les groupes Facebook, c'est français principalement, donc notamment parisiens, enfin franciliens, on Ouais. va dire. Comment est-ce que tu fais pour gérer en fait le tout à distance finalement, parce que t'es pas dans le même pays? Est-ce Non, que t'as des mais problèmes parfois ou comment ça se passe? aucun. Honnêtement, là, enfin, tout se fait très bien, que ce soit, enfin, il y a tous les outils maintenant qui existent pour n'importe quel problème, pour les appels, pour tout ce qu'on veut, enfin, pour Slack, pour communiquer, qui est un outil de chat qui est extrêmement pratique. Et non, franchement, il y a pas, c'est juste pour rencontrer les gens, forcément, mais dans ces cas-là, on prend un avion et on peut aller n'importe où aussi. Donc, enfin, honnêtement, non, le seul blocage que ça peut avoir, c'est au quotidien de pas travailler assis l'une à côté de l'autre. Et à côté de ça, en fait, on avance aussi chacune beaucoup plus vite sur nos projets, parce que moins de discussions, mais aussi beaucoup plus d'autonomie sur chacun de nos projets. D'accord. Donc Donc plus de... vous gérez tout à distance en fait. Vous avez prévu une réunion mensuelle en physique ou pas du tout? Si, on se voit une fois par mois, soit à Lisbonne, soit à Toulouse. D'accord, ok. Ok, pour avancer ensemble. Super. Donc toi tu disais tout à l'heure qu'il y avait des avantages à Lisbonne qu'il n'y avait pas ailleurs. C'est quoi ces avantages? C'est pas qu'il y a pas ailleurs, mais c'est des avantages desquels il faut aussi savoir tirer profit. Les avantages auxquels je pensais, c'est l'attractivité de Lisbonne. Là, on est en phase de recrutement, on recrute des stagiaires, et on envisage aussi d'ouvrir un poste. Et, D'accord. euh,
Et c'est vrai que déjà de le proposer à Lisbonne, ça attire des talents. Donc ça c'est intéressant. Et au-delà de ça, pour quelques prestataires, donc là on travaille avec des graphistes, avec des développeurs et autres. Et on peut avoir des coûts qui sont un peu plus intéressants parfois. Et sachant que quand on monte une entreprise ou une start-up, le moindre centime est compté. Donc, nous, en tout cas, on fait très attention à pas trop partir dans tous les sens et à gaspiller. C'est vrai que là, on a trouvé des partenaires avec lesquels on a pu faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire forcément en France, je pense. Donc ce sont des partenaires portugais ou ce sont des Non, Français qui sont au Portugal? des Français qui sont au Portugal. D'accord, ok. Parce que j'allais te poser justement cette question. Donc t'es arrivé à Lisbonne, tu parles pas portugais. Ouais. Est-ce que ça peut être un frein, justement, ça a été un frein pour toi dans la création de ta boîte ou dans, je sais pas, dans ton mode de vie tous les jours Forcément, c'est un frein. En tout cas, ça peut pas être un avantage. Donc, oui, moi, j'aurais aimé arriver et parler très bien portugais pour rencontrer les gens, pour apprendre de leur expérience. Comme je te disais, du coup, le MOOC, c'était un peu ça. C'était, voilà, j'ai besoin d'apprendre les bases sur l'entrepreneuriat et pour les apprendre, faut que ce soit dans ma langue, soit en anglais. Mais c'est vrai qu'en portugais, ça aurait été plus compliqué. Et c'est pour ça que je me suis très vite mis en relation, en fait, avec des francophones qui avaient entrepris ici D'accord. pour justement avoir un vrai partage d'expérience et pas juste lire une interview ou entendre quoi que ce soit. C'était vraiment hyper important pour moi d'échanger à ce niveau-là. Et parce qu'en fait, je pars vraiment du principe, et depuis le début, c'est qu'on a beaucoup à apprendre de chaque personne et qu'il faut échanger, qu'il faut se renseigner, qu'il faut pas forcément faire les mêmes erreurs ou au moins comprendre les erreurs des autres pour y penser de temps en temps. Après, c'est toujours facile à dire et moins facile à faire. Mais voilà. Et c'est comme ça que j'ai créé aussi un petit réseau d'entrepreneurs francophones ici, pour justement échanger et se mettre en relation avec les personnes, avec les acteurs portugais et pas forcément que portugais qui peuvent être intéressants pour chacun ici. D'accord. Donc justement, alors avant de parler de French Uppers, si je- Mmh. voilà, comment est-ce que tu fais justement pour rencontrer des gens quand tu arrives comme ça dans une ville, tu connais personne? Et du coup, avant du coup la création de French Uppers, comment t'as fait? Il y avait déjà des groupes qui existaient. Il y avait des groupes qui sont relativement larges, donc français à Lisbonne ou autre. Et en fait, j'y suis allée une fois et je me suis rendu compte que moi, j'avais pas spécialement besoin de rencontrer des Français en soi. J'avais juste pour la partie professionnelle, besoin de rencontrer des gens qui avaient monté des startups ou des entreprises un peu innovantes ou dans le digital et qui savaient un peu comment ça fonctionnait. Et en fait, c'est pas ces personnes-là que j'ai trouvé à ce moment-là. Je me suis renseignée aussi auprès d'acteurs locaux comme la CCI, etc. Et, euh, et là, ils pouvaient m'apporter une réponse, mais c'était payant. Sauf que pareil, quand t'arrives et que déjà t'essayes de gérer la partie freelance que t'es en train de lancer, réfléchir un peu à ton projet, t'as pas envie, t'as pas de l'argent à dépenser non plus partout. Donc là, je me suis inscrite sur la plateforme Meetup. D'accord. Je sais pas Oui. si tu connais, mais c'est hyper. Voilà, moi j'adore cette plateforme et toujours dans le collaboratif et dans l'échange entre les gens. Enfin, je trouve ça génial. Et j'ai créé du coup un rendez-vous d'entrepreneurs francophones. Donc c'est French Uppers. Donc est-ce que tu peux Exactement. nous en parler un peu plus? Dire comment est-ce que tu l'as créé? C'est quoi son but? Etc. Ouais, bien sûr. Du coup, comment je l'ai créé? Donc c'est via cette plateforme-là, via Meetup. On s'est réunis la première fois. Ce qui est rigolo, c'est que je l'ai fait aussi pour tester un peu la plateforme et pour voir comment elle fonctionnait. Donc c'était un peu un multitest de plein de choses. Et en fait, on s'est rencontrés. On était le premier rendez-vous, on était 20, on était dans un bar et voilà, on a commencé à parler. En fait, on s'est tous rendu compte que c'était génial d'échanger ensemble, qu'on avait plein de choses à s'apprendre, qu'on avait aussi plein de contacts qu'on pouvait, on pouvait se mettre en relation. T'es en train de monter ton projet, tu sais qu'il y a tel incubateur au Portugal, est-ce que tu connais un tel, etc. Voilà, un peu le principe du networking, mais en fait fait de façon tellement simple et d'entraide plus que voilà ce que j'allais y gagner. Et ça, c'est une valeur qu'on a tous en tête parce que maintenant, on est 7 à gérer le groupe French Upper. D'accord. On
workshops, on fait des conférences, on organise aussi la grosse soirée une grosse soirée de clôture pour le Web Summit avec la French Tech. Ah oui. Donc ça c'est chouette. Enfin c'est 150 personnes, mais on gère tout l'événement et c'est très sympa. Et là, c'est eux qui sont venus vers vous ou c'est toi qui les as La French contactés? Tech? Ouais. Non, c'est eux. Mais en fait après ils sont aussi venus vers nous pour monter French Tech Lisbonne. Donc en fait tout est un peu lié. D'accord. Et donc voilà. Ouais, donc on organise pas mal de choses. Et aujourd'hui, on est en moyenne entre 80 et 100 à chaque événement qu'on organise tous les mois. Donc D'accord. c'est chouette. Donc toi, t'es arrivé en 2015. Est-ce que t'as l'impression qu'il y a de plus en plus de Français qui arrivent sur Lisbonne? Ou c'est plutôt qu'il Ouais, y je a pense. un regroupement? C'est Non, non, bien. non, il y en a de plus en plus. Après, j'ai pas non plus énormément de recul parce que voilà, je côtoie aussi des gens qui sont là depuis 7, 10 ans et D'accord. qui, eux, pour le coup, ont vraiment, vraiment vu l'évolution. Moi, je le ressens, je vois même dans la presse ou autre, on parlait énormément du Portugal. Je vois à quel point, touristiquement parlant, les gens viennent au C'est Portugal. sûr, ouais. Avec le Web Summit aussi, d'un point de vue entrepreneurial, ça a beaucoup fait parler. Et je le ressens à French Upper, voilà, des nouvelles têtes qui arrivent très régulièrement. Mais oui, quand j'en parle plutôt avec des gens qui sont là et qui sont arrivés pendant la crise ou qui ont vraiment connu un autre aspect du Portugal, eux, pour le coup, ont vu vraiment l'évolution. Donc là, tu dirais que c'est un endroit qui peut, si tu as envie de faire un projet dans le digital, c'est un endroit où on peut aller, quoi. Enfin, qui va te donner, qui va t'aider à Ah avancer oui, dans ton projet, quoi. oui, oui, oui. Après, comment? Ouais, je sais pas. En fait, je sais pas si c'est l'endroit qui va aider à avancer dans le projet. En fait, je pense que ce qui est surtout hyper important, c'est d'être dans un endroit où on se sent bien D'accord, ouais. et ça, entouré de gens, voilà, bienveillants. Enfin voilà, essayer de se faire un petit cercle de personnes, que ce soit professionnel ou personnel, mais là on parle vraiment plus du professionnel, mais de gens qu'on va pouvoir solliciter. Faut vraiment pas rester tout seul dans son coin. Faut aller à la rencontre des gens. Nous là avec 5 fondateurs de start-up, on se voit une fois par mois à Lisbonne pour justement échanger. T'es bloqué sur quoi en ce moment? C'est quoi tes nouveaux projets? Est-ce que t'as entendu parler de ça? Enfin, voilà, je pars vraiment du principe qu'il faut échanger au maximum parce que sinon on s'enferme et pareil ne pas vouloir parler de son projet. Enfin ça c'est la première grosse erreur quand on lance un projet. Il faut échanger au maximum. Pour revenir à Lisbonne, enfin c'est pas une clé de succès de venir à Lisbonne et donc on va réussir. C'est juste moi je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, donc il y a de quoi apprendre. Comme je disais tout à l'heure, c'est un pays qui attire aussi, donc quand on est dans une optique de recrutement, c'est hyper intéressant. Sur la scène startup, il y a le Web Summit, donc bah forcément il y a des choses qui se passent aussi, et il y a ce gros événement là qui rassemble beaucoup. Ils sont en train de construire un incubateur qui va être plus grand que Station F. Oui, j'ai vu Donc oui, il y ça, a ouais. plein. Énorme. Ouais. Et donc prévu pour, si je me trompe pas, 2019. Donc oui, il y a plein de choses qui se passent, mais je pense qu'il y a plein de choses qui se passent ailleurs et qu'il faut pas croire qu'il y a qu'une seule ville où voilà. Je pense que Lisbonne est en croissance et peut-être avait du retard et est en train de combler son retard à une vitesse, enfin à vitesse grand V et pour atteindre un niveau que peut-être Paris, Berlin ou Londres ont déjà depuis, ou même Amsterdam ont déjà depuis un moment. En tout cas, je connais pas assez les autres écosystèmes pour juger, mais je le perçois un peu comme ça. D'accord, ouais. Mais c'est parce que parfois on a un peu l'impression que si on n'est pas à Paris, en fait, ça va être très compliqué de créer sa boîte ou voilà, de monter son projet parce que finalement, sur Paris, il y a Oui, plein voilà, justement, de meet-up, il y a plein de rencontres, de petits déj, des trucs comme ça pour aider. Et du coup, complètement. voilà. Enfin, c'est bien de montrer que c'est possible aussi de le faire ailleurs en Europe et même si tu montes ton projet français dans un autre pays, c'est complètement faisable, en fait. Complètement. Dans un autre pays et et même dans une autre région, parce que je vois, nous, on est beaucoup liés à l'Occitanie. Et en fait, l'Occitanie, enfin, j'ai beaucoup d'échos, et ça, c'est vraiment un concours de circonstances. Ça n'avait pas été un choix de s'installer en Occitanie. C'est Céline qui a été sur Albi. Mais en fait, c'était une chance incroyable et j'ai beaucoup d'échos comme quoi c'est la meilleure région où se lancer parce qu'en fait, la région aide beaucoup. Donc il y a beaucoup d'accompagnement, il y a beaucoup de concours. En fait, les cartons, pourquoi ça s'est lancé aussi? Je parlais du BIC de Montpellier qui nous a
qui nous a beaucoup soutenus. Je parlais de beaucoup de choses. Mais en fait, on a aussi accessoirement gagné un concours anté-création, donc sans avoir à rentrer dans des démarches administratives et tout. Donc il y en a très peu des concours comme ça parce que c'est du nominatif et la subvention, elle revient à une personne et pas à une entreprise. Donc n'importe qui peut partir avec. Enfin, voilà, D'accord, ok. c'est assez rare et ou surtout pour des petits montants. Et nous, c'était organisé par la région Occitanie. Ça s'appelait concours coup de pouce et on a gagné 20 000 euros Super. Ah oui. avant même d'avoir créé la boîte. Et ça a été, mais enfin voilà, c'est de là que tout est parti. C'est comme ça qu'on a tenu une année, qu'on a réussi à créer un site et commencer à faire plusieurs actions de communication. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et il n'y a Donc au pas besoin de final, non. se... Pardon, il n'y a pas besoin de se lancer en région, dans la région qui t'offre cette bourse pour justement... enfin, Si, bien voilà. sûr. Par Si. contre, il faut que la société après soit créée dans cette région-là. D'accord, ok. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas besoin d'être, il y a pas besoin d'être à Paris, qu'il y a beaucoup de régions déjà en France qui offrent voilà, des aides, du soutien et qui sont plus dynamiques que d'autres d'un point de vue entrepreneurial. Et au-delà de ça, il y a d'autres pays aussi où il est tout à fait possible de le faire. Et voilà, il y a plein de relais qui se font. Et c'est aussi pour ça qu'est née la French Tech. Il y a des French Tech dans la plupart des pays européens. Et c'est un très bon relais et c'est une communauté aussi vers laquelle il faut se tourner quand on commence à avoir ces idées-là. Donc justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la French Tech? C'est quoi leur objectif et comment ça se passe et à quel moment ils sont venus vers toi justement? C'était en fait l'objectif de la French Tech, c'est quoi? C'est toujours aussi dans cet aspect un peu d'échange, de mise en relation. Pour moi, l'objectif, il est double. Il est pour toutes les personnes en France qui ont envie d'exporter leur projet ou qui ont envie de se lancer dans un autre pays, d'avoir un point de chute. Donc déjà, c'est important et c'est rassurant. C'est un peu comme French Upper, mais sachant que nous, il y avait pas la French Tech. Moi, quand je suis arrivée, du coup, c'est French Upper en fait qui indirectement a pris ce relais-là. D'accord. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper rassurant quand on débarque dans un pays et qu'on a une idée de s'entourer assez vite, de comprendre comment fonctionne aussi le pays et quels sont les principaux interlocuteurs de l'écosystème, les événements à pas louper. Donc voilà, ça c'est intéressant. Ça marche aussi parce que là, typiquement, French Tech Lisbonne, pour tous les entrepreneurs portugais qui sont intéressés par le marché français, c'est là où French Tech Lisbonne peut être un très bon point de chute aussi pour justement exactement leur faire découvrir l'écosystème français. Donc ça c'est intéressant et au-delà de ça, c'est une marque qui permet de faire rayonner l'entrepreneuriat à travers le monde, quoi. C'est montrer qu'en France, il y a des choses qui se passent et qu'on est tous sous une même étiquette qui est French Tech et voilà, ça fait plutôt que chacun dise voilà, moi je suis une startup française, je fais ci ça, moi je suis une Mhm. startup française, je fais ci ça, là de dire ah ouais, je fais partie de la French Tech, ça appuie aussi un peu et ça montre qu'en France il se passe pas mal de choses sur l'entrepreneuriat. Ouais, c'est une marque en fait qui est connue en fait. Exactement. Ok. Petite question, j'ai vu qu'à Lisbonne, donc il y avait 17% des créateurs de start-up sont en fait des créatrices. Donc c'est plus qu'en France, puisqu'en 2007 c'était 10%. Ouais. Voilà, et donc est-ce que tu vois une différence au niveau des mentalités portugaises concernant la création d'une boîte en tant que femme, comparée à la France? Hmm. Mhm. Ouais, bonne question. Honnêtement, pas plus que ça. Pas plus que ça. Et après, j'ai pas envie de parler d'un sujet que je connais pas trop parce que j'ai pas eu tant que ça à faire à, euh, à des investisseurs portugais ou autres parce que nous on est vraiment basé sur le marché français Ouais, ça aide et beaucoup. euh, et nos partenaires sont sur le marché français pour le moment. D'accord. Donc donc voilà, honnêtement non, ouais, je pourrais pas trop te dire. Est-ce que vous arrivez d'être en relation aussi avec des startups portugaises? Oui. En fait, c'est elles aussi qui viennent assez naturellement vers French Shopper parce qu'elles sont intéressées par le marché français ou Mhm. parce que voilà et ouais non c'est intéressant. Après on vit tous un peu la même aventure, la même galère parfois et voilà les problématiques sont souvent les mêmes donc c'est rigolo. Et donc justement, donc toi donc t'es arrivé en 2015, on avait dit, et en France donc il y a un peu
la Startup Nation Oui. qui est beaucoup mis en place. Donc la création d'entreprise est vraiment appuyée par le gouvernement. Et Ouais. donc finalement vu que ton business est principalement français, est-ce que tu envisagerais un jour de revenir en France, sur Paris ou pas du tout? Bah forcément, j'y pense forcément. Comment quand là, ça va faire plus de 2 ans que qu'on travaille sur le projet, qu'on y a mis un nombre incalculable d'heures et qu'on y croit à 400%. Donc voilà, là, j'ai été trop loin dans le processus pour me dire non, j'arrête tout parce que je veux Mhm. rester à Lisbonne. Si vraiment c'est la seule solution, je le ferai. Après, j'essaierai toujours de voir s'il n'y a pas d'autres alternatives ou de me dire que voilà, je verrai. Mais comme je disais aussi au tout début, j'ai jamais fui Paris. Je n'ai rien contre Toulouse. Voilà, je reste ouverte aux opportunités. C'est un peu ça qui m'a amenée à Lisbonne et je pars du principe que si on part pour des bonnes raisons, ça peut que bien se passer. Donc non, je suis fermée à rien et si vraiment c'est nécessaire, je le ferai. Ouais. D'accord. Deux petites questions pour terminer. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? C'est euh, c'est donner, comment dire, c'est faire quelque chose qui a du sens en D'accord. fait. Et c'est ce que je retrouve à travers les cartons, c'est de me dire que voilà, c'est ma façon à moi de faire un peu de bien à la planète en réutilisant des meubles, en arrêtant de jeter, de surconsommer dans les enseignes qu'on connaît tous, et de me dire qu'en fait, je vais vraiment donc aider ouais, en quelque sorte la planète et aussi aider les gens qui galèrent à revendre Mhm. leurs meubles, et de me dire que voilà, je pense qu'on propose vraiment quelque chose de sympa et c'est que j'y crois quoi. Et donc oui, tu disais que les cartons, c'était la réutilisation, l'humain et les économies. Exactement. Du coup, c'est quelque chose qui a du sens. Est-ce que ça a toujours été quelque chose d'important pour toi de faire quelque chose avec du sens ou c'était tombé dessus, tu dis ah oui. Ah non, ouais, pour moi c'est indispensable. En fait ce qui est un projet à la base et ce qui devient une entreprise a tellement d'importance et en fait prend tellement d'importance dans notre vie. Après il y a pas que ça, mais c'est vrai que voilà on y pense tellement. Nous ça fait 2 ans qu'on travaille dessus bénévolement entre guillemets, mais Mhm. on gagne pas d'argent. On sait pas si on en gagnera un jour. On en dépense plus qu'on en gagne d'ailleurs. Mais c'est parce qu'on y croit. Et voilà, on a installé une petite partie payante, mais vraiment minuscule, et ça commence à nous rapporter un peu d'argent. Et avec mon associé, on était là, mais ouais, mais en fait, c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on le Bah fait. oui. Non, non, c'est marrant, c'est parce que moi j'ai mon freelance à côté. Pour moi, c'est ma routine, c'est continuer le freelance et de Ok. faire ça. Mais vu que ça fait 2 ans, enfin bref, c'est rigolo. Oui, Bref, parce du que coup, je sais plus ce qui était la question. Ouais, c'est par rapport au sens, mais c'est vrai que en fait c'est quelque chose que t'aimes tellement que tu te dis ouais. ben c'est pas grave, je le fais parce que je kiffe en fait et pas Ouais, parce que ça parce que finalement. je kiffe ce que je fais et je kiffe ce que je peux apporter en fait. Et je sais que cette solution, elle fait plaisir aux gens et quand on nous écrit en disant ah mais c'est une trop bonne idée ou quand on fait des posts Facebook et qu'on voit les gens qui taguent et tu fais ah tu vois tu y avais pensé, regarde ça, ça va trop t'aider. Je dis bah voilà en fait c'est exactement pour ça que je le fais et en fait c'est rigolo parce que on a récemment tourné un reportage télé pour France 2 et en fait, ils nous ont demandé de trouver une personne qui déménageait et vendait tous ses meubles pour la filmer. D'accord. Et en fait, pour la petite histoire, on a filmé ça on va dire, allez, à 400 mètres de mon premier chez moi à Paris, où je me suis demandé, est-ce il y a bien quelqu'un qui déménage à côté? Et 5 ans après, en fait, j'y étais et je tournais un reportage pour France 2. Et t'es là, genre, bah oui, en fait, c'est cette personne-là que j'aurais aimé rencontrer il y a 5 ans, parce que j'aurais tout. Génial. Du C'est coup, rigolo. t'as répondu à ton problème d'il y a 5 ans. Ouais, voilà, puis bon, c'est un peu compliqué si tous mes problèmes, je les résous 5 ans après. Oui. Non, mais c'est rigolo et c'est là où ça donne du sens et de se dire, bon, bah, là, je me serais aidée il y a 5 ans, mais je sais que cette personne-là va aider quelqu'un d'autre aujourd'hui et vice versa et se faire un chaînon comme ça. Mais voilà, c'est ça qui m'aide à me lever et c'est de me dire que voilà, je vais faire se rencontrer des gens qui ont un besoin complémentaire. Je vais les aider en même temps. Ouais, comme je disais, il y a l'aspect écologie et l'aspect Mhm. écologique qui me parle aussi beaucoup. C'est un projet qui globalement a du sens. Est-ce que pour toi, tu dirais que d'un point de vue personnel, tu as réussi?
Pas au niveau de ton projet, mais est-ce que tu dirais, ben là, c'est bon, j'ai réussi, je suis heureuse finalement. Ouais. Bah, c'est marrant parce que alors ça, je me le suis dit il y a 3 mois. Il y a 3 mois, je me suis. Et en fait, c'est pareil, c'est des petites choses, hein, mais c'est que on a eu une publication. Enfin, j'ai eu une interview dans le magazine Society d'une page. Et en Super. fait, c'est un magazine que j'achète tout le temps. Et quand on te contacte et on te dit, bah en fait, là, c'est toi qui vas avoir une page, t'es là genre, ah ouais, d'accord. Et s'il y a 2 ans, quand j'étais en train de suivre mon MOOC et je commençais à dessiner les premières maquettes du site, on m'avait dit ça, honnêtement, enfin, j'y aurais pas forcément cru parce que ça me paraissait vraiment inatteignable. Et en fait, on se rend compte que bah ça se fait étape par étape. Et s'il y a des gens qui l'ont fait, pourquoi pas nous, en fait. Moi, là, pareil, on commence à réfléchir à des histoires de levée de fonds. Voilà, ça nous semble une grosse étape à faire. Et en même temps, on regarde autour de nous, il y en a des startups qui lèvent des fonds, donc pourquoi pas nous? Et on a le projet qui va, donc il y a pas de raison. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un détail, c'est juste, enfin au final, ça reste une interview et c'est pas grand chose. Mais là, je me suis dit, ok, je me suis replongée dans ma vie toujours dans ma vie d'il y a 5 ans, et le magazine que j'achetais, et là, du coup, d'être dedans, ça fait un petit waouh, ah ouais. Bon, faut apprécier en fait ces petites victoires, et en fait, faut pas se concentrer que là-dessus parce que sinon on n'avance pas et on fait que de se regarder dans un miroir. Mais mais voilà, faut aussi savoir les apprécier parce que si on galère autant, si on se bat pour son projet et que on se serre la ceinture en permanence pour plein de choses, c'est aussi pour se dire que derrière, bon bah, faut apprécier, faut savoir souffler pour mieux repartir. Ça fait. Et petite question donc de fin. Donc le Ouais, podcast s'appelle De vraie vie parce que j'ai envie de montrer qu'il existe d'autres chemins et que c'est aussi des vraies vies parce qu'on parle souvent de c'est quoi, enfin t'es pas dans la vraie vie, voilà ce genre de choses. Et donc j'aimerais ouais. savoir pour toi c'est quoi la vraie vie? Pour moi, c'est quoi la vraie vie? Enfin, moi, quelque chose qui me motive, en tout cas, c'est de pas avoir de regrets. C'est vraiment quelque chose. Lisbonne, ça a été ça, les cartons, ça a été ça, et demain, je sais pas ce que ce sera. Mais en fait, c'est juste avancer, tenter. Et même quand on monte un projet, en fait, c'est pareil. C'est pas avoir de regrets, c'est tenter plein de petites choses. Ça marche pas, ça marche pas. C'est pas grave. Au moins, je l'ai fait. Maintenant, je sais que ça marche pas, et je le mets de côté. Mais j'avance. Et j'avance pour quelque chose qui a du sens. Voilà. J'aurais tendance à dire ça. Eh ben merci Manon. Merci beaucoup à toi. Merci d'avoir écouté De vraie vie. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à me le dire avec des étoiles. Vous pouvez également me suivre sur Instagram @devraivie. À bientôt.